Alors bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de Chill Business Talk, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne connaissent pas le concept de ce genre de vidéo, je vous explique rapidement. Il y a 2 premiers épisodes qui sont sortis que je vous invite à aller voir. Les liens se trouvent en dessous dans la description, au-dessus en fiche. L'idée elle est plutôt simple, sur Instagram je vous pose une petite box à questions, vous me posez des questions sur tout ce que vous voulez. Pro en tout cas, business, entrepreneuriat, productivité, Instagram, réseaux sociaux, YouTube, investissement, bref. Je réponds à toutes les questions auxquelles je peux et je suis en mesure de répondre. Et voilà, je vous ai mis une box il y a quelques heures où j'ai déjà une 50aine de réponses là, enfin du coup de questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo, on y arrive. Et voilà, les vidéos sont en général assez longues, donc prenez un petit café, un petit thé, de quoi boire, manger ce que vous voulez. Vous pouvez écouter au format audio parce que il va rien se passer d'extraordinaire à la caméra. Et puis on est parti. Première question de Planète Filante. Salut, est-ce que ne pas afficher un réel dans sa grille de profil est contre-productif? Alors, il faut savoir que quand vous publiez un réel sur Instagram, vous avez une petite case que vous pouvez cocher, qui normalement est déjà cochée de base, où en fait vous pouvez publier un réel sur le fil d'actualité et l'onglet Explorer. Si vous décochez ça, le réel sera publié uniquement sur le fil d'actualité des réels. C'est le fil d'actualité au milieu là où vous scrollez que sur les réels. Pourquoi c'est contre-productif de ne pas afficher dans le fil d'actualité? Parce que vous allez diminuer le reach naturel de votre post. Ce qui est normal parce que si je suis abonné à votre compte et que je scrolle sur mon feed Instagram et que vous n'affichez pas le réel sur le feed, je vais pas le voir. Et ça pose un énorme problème lié à l'algorithme. En fait, l'algorithme d'Instagram, comme plein d'algorithmes et YouTube aussi, va baser son analyse, on va dire, en termes de pertinence de contenu sur les premières minutes, heures, jours de contenu. Ce que j'entends par là, c'est que si un post que vous publiez sur Instagram performe bien dans les premières heures, bel engagement, donc beaucoup de likes, beaucoup de partages, beaucoup de commentaires, beaucoup d'enregistrements, les gens restent dessus, les gens, voilà, bref, ils regardent le replay du réel plusieurs fois, etc. Instagram aura tendance à mettre en avant votre contenu auprès d'autres personnes. Donc, onglet Explorer, onglet réel, et c'est comme ça que vous allez créer de la croissance et de l'attraction. Et donc, finalement, si vous ne mettez pas dans l'onglet fil d'actualité Explorer, clairement, vous tirez un peu une balle dans le pied en ce qui concerne le reach. Maintenant, je vais répondre à une question qui, je le sais, va m'être posée. C'est, ok Tony, mais moi j'ai un feed harmonieux. J'ai un feed, voilà, organisé, j'ai envie qu'il soit beau, etc. Et le problème, c'est que quand je publie certains réels et que je les affiche dans mon fil d'actualité et donc dans mon feed, ça rend pas très joli. Dans ce cas-là, ce que je vous conseille de faire, parce que moi, ça m'arrive aussi, notamment certains sujets, parfois, quand je fais des réels un peu marrants ou quand je fais des réels de motivation, j'ai pas trop envie que ça reste dans le feed Instagram. Donc, ce que je fais, c'est que j'active l'option afficher dans le feed d'actualité et dans l'Explorer. Je publie mon réel, je laisse le reach prendre les 2-3 premiers jours, en général au bout de 2 jours, et au bout de 48 heures, du coup, je le retire de mon profil, donc de mon feed Instagram. Pourquoi? Parce que comme ça me permet de garder un feed qui est plus ou moins harmonieux et cohérent, et pour autant, je profite justement du momentum qu'il y aura eu au début. Et moi, j'ai des réels qui ont extrêmement bien performé sur le moyen et long terme dans l'onglet réel, alors qu'à la base, justement, je les avais retirés de mon profil. Donc aujourd'hui, je vous conseille vivement de publier tous vos réels dans le fil d'actualité et dans l'Explorer et de retirer ceux que vous souhaitez retirer par la suite. Deuxième question de Lisa Ferrier Beauty. À quelle fréquence publier? Donc là, j'imagine, en tout cas, qu'on parle d'Instagram. Donc on va parler d'Instagram. Si je dois vous donner un chiffre, si je dois vous donner une fourchette en tout cas, sans contexte, je vous dis publier 5 à 7 fois par semaine. Donc, 1 fois par jour, à peu près, en moyenne. Pourquoi? Il faut comprendre que sur Instagram, plus la fréquence de publication va être élevée, plus ça va vous permettre de créer un momentum qui est fort. Un momentum, c'est quoi? J'en avais parlé dans une vidéo que je vous mets ici, où j'ai réalisé un défi de publier un réel par jour pendant 30 jours. J'analyse avec vous les résultats. Il s'est avéré que j'ai créé un très gros momentum avec mes réels. En fait, dès qu'un réel performe bien, donc réel, post, comme vous voulez, performe bien et que ce réel ou ce post ou ce contenu amène du trafic sur votre compte, le fait de publier tous les jours, donc le jour d'après, le jour encore d'après et celui d'après, en fait, vous allez capitaliser sur le post qui performe. Si aujourd'hui j'ai un réel qui cartonne, eh bien le post que je vais publier demain va mieux marcher parce que les personnes qui m'auront découvert via le réel d'hier vont consommer le contenu d'aujourd'hui et ainsi de suite. Donc le fait de publier beaucoup de contenu, c'est génial en termes de momentum, c'est génial en termes de, comment on appelle ça, de cercle vertueux parce que ça amène toujours plus d'audience et toujours plus de trafic et c'est un levier extrêmement intéressant parce que forcément ça vous permet aussi, vous avez logiquement plus de chances de créer des contenus qui sortent du lot. Si vous publiez, je sais pas moi, un réel par semaine versus 7 réels par semaine, vous avez plus de chances de sortir le réel qui cartonne, le réel qu'il faut en publiant 7 réels par semaine que 1.
Ok ? Donc ça, c'est pour la partie sans contexte. Si je devais vous dire ça de but en blanc. Maintenant, c'est important de remettre du contexte dans tout ça. Parce que publier beaucoup de contenu ou avoir une fréquence de publication élevée, c'est important que si, et uniquement si, on ne baisse pas la qualité de chacun des contenus. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. Vous avez beau publier un réel par jour, un post par jour, ce que vous voulez, peu importe, avoir une fréquence très élevée. Si la qualité des contenus est mauvaise, ou est moyenne, vous n'allez pas obtenir tout ce dont je vous parle précédemment, tous les bénéfices finalement de cette stratégie. Donc c'est hyper important vraiment d'abord, de créer du contenu de qualité. Et quand je dis contenu de qualité, c'est à la fois visuel, c'est à la fois en termes de légende, c'est à la fois en termes de pertinence d'idées. Ça sert à rien de faire une publication par jour si vous n'avez rien à dire ou si les publications n'ont aucune importance dans votre contenu. De vous dire, demain je publie ça, je vais demander aux gens ce qu'ils ont mangé ce midi et puis voilà. Non, il faut vraiment trouver des idées pertinentes tous les jours. Et c'est pour ça que ça demande forcément du travail et que c'est pas non plus quelque chose qui est fait pour tout le monde. Évidemment, ce que moi je vous conseille si vous voulez augmenter votre fréquence de publication sans pour autant diminuer la qualité des contenus, premièrement, maîtriser vraiment les formats, parce que le fait de maîtriser les formats et de maîtriser aussi la plateforme, d'avoir une stratégie, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Je vous conseille aussi de batcher, donc d'améliorer ni plus ni moins que vos méthodes de productivité. Et aussi, forcément, je vous conseille de déléguer. Pourquoi ? Parce que plus on a de mains, plus c'est facile de travailler, d'augmenter la fréquence de publication et sans pour autant diminuer la qualité des posts. Question suivante, question de Sandy Quentin. Comment savoir quand le bon moment est venu de se lancer ? C'est maintenant. C'est maintenant. En fait, il y a toujours, peu importe le projet qu'on a, il y a toujours 2 bons moments pour se lancer. Le premier bon moment, c'était hier. Le deuxième bon moment, c'est aujourd'hui. Je parle de ça parce que je l'ai vécu quand j'ai démarré, quand je me suis lancé sur YouTube en 2017. Donc ça fait 5 ans maintenant, ça passe très vite. On me disait à l'époque, ouais, ça sert à rien, YouTube c'est mort, il y a déjà beaucoup trop de monde, il y a trop d'entrepreneurs, il y a trop de contenu, c'est fini. YouTube, la bonne époque, c'était 2008. C'était au début, fallait être le premier, maintenant ça sert à rien de se lancer sur YouTube. Aujourd'hui, on est quasiment 100 000. D'ailleurs, je vous remercie d'être autant. Mais ce que je veux vous faire comprendre en fait, c'est que oui, il y avait forcément à l'époque un moment opportun pour se lancer dans quelque chose. Pour vous lancer dans, je sais pas, dans les crypto-monnaies, c'était en 2010, forcément c'était plus simple. Pour vous lancer sur YouTube en 2008, c'était plus simple. Pour vous lancer sur Instagram en 2012, c'était plus simple. Oui, c'était plus simple. Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'est plus en 2008, on n'est plus en 2012, on est en 2022. Et donc, s'il y a un deuxième meilleur moment pour se lancer, c'est maintenant. Et n'attendez pas n'attendez pas le moment parfait, déjà, parce qu'il n'arrivera jamais. N'attendez pas d'avoir l'approbation des autres. N'attendez pas d'avoir la stratégie parfaite. N'attendez pas d'avoir le contenu parfait, la caméra parfaite, l'idée parfaite. N'attendez pas ça. Maintenant, il faut y aller maintenant. Pourquoi ? Parce que c'est à force d'essayer les choses que vous allez apprendre, que vous allez devenir meilleur, que vous allez vous former, que vous allez comprendre et que vous allez petit à petit capitaliser sur ce que vous faites. Je vois trop de personnes se dire j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas l'idée, j'ai pas le truc, donc je repousse et au final le jour où elles se lancent, elles se rendent compte que elles y connaissent rien non plus, qu'elles ont attendu le moment parfait mais que le moment parfait c'est pas maintenant non plus, que même si elles attendent 2 ans à essayer de se former avec des vidéos YouTube, elles se rendent compte le jour où elles se lancent que y a une énorme différence entre la théorie et la pratique et qu'au final se former c'est super mais mettre en application c'est beaucoup plus important. Et moi je préfère quelqu'un qui se forme pas mais qui essaye les choses et qui apprend que quelqu'un qui passe son temps à lire des bouquins et à regarder des vidéos, mais qui ne fait rien en fait pendant 2 ans. Donc vraiment, si j'ai un message à vous transmettre, en fait, c'est juste ça. Il n'y a pas de meilleur moment qu'aujourd'hui pour faire quelque chose. Question suivante. Je vais scroller un petit peu parce que j'ai plein de questions. Quelles sont tes motivations pour te lever le matin ? C'est une question que j'aime beaucoup. Au début, j'aurais dit mes motivations primaires, c'est d'aimer ce que je fais. Parce que c'est vrai, je fais un métier, j'adore ce que je fais. J'adore faire des vidéos, j'adore faire des formations, j'adore créer du contenu, et aider les autres, etc. Tout ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Avec du recul, je me rends compte que ce qui me donne envie de me lever chaque matin, c'est juste que j'aime ma vie. Et c'est juste que j'aime mon quotidien. Parce que au-delà d'un métier, parce que le fait d'avoir un métier, c'est super. Un métier qu'on aime, c'est génial. Mais un métier, ça reste que 6 à 8 heures par jour. Et le reste du temps, on fait quoi ? Vous dormez 8 heures, donc il vous reste 10 heures dans la journée à faire. Qu'est-ce que vous faites de ces 10 heures-là ? Est-ce que vous vous formez ? Est-ce que vous apprenez ? Est-ce que vous voyagez ? Est-ce que vous vivez des expériences ? Est-ce que vous allez vous entraîner ? Est-ce que vous prenez soin de vous ? Qu'est-ce que vous faites ? Et je me rends compte au final que oui, faire ce qui me plaît, c'est important et ça fait partie de mon bonheur et de ma raison de me lever le matin parce que j'aide les gens, parce que je vous vois, parce que je vois vos retours, parce que tout ça, ça me pousse. Mais c'est surtout parce que j'ai une journée
que j'aime. Parce que je me lève, je sais que je vais passer une bonne journée, même si dans cette journée, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. C'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo parce que ma carte mémoire a planté, j'ai des problèmes à régler avec mon comptable, mon machin, mon truc. Oui, il y a des trucs qui vont pas, mais dans l'ensemble, je me lève et je sais que je vais passer une bonne journée. Et c'est ça qui me donne envie de me lever. Donc, je pense que c'est important de comprendre ça parce que moi, quand j'ai démarré, j'attendais de ne plus être salarié pour être heureux. Je me disais, de toute façon, Tony, d'ailleurs, j'ai jamais été salarié en fait, j'étais intérim dans une usine, donc c'est encore différent. Mais bref, j'étais en intérim et je me disais, Tony, tu peux pas être heureux finalement parce que t'es pas salarié, parce que t'es pas entrepreneur, t'es pas à ton compte et tu te lèves le matin pour le rêve d'un autre, etc. Tout ça, j'aime pas en fait. Je me rends compte que oui, forcément, le métier que vous faites va impacter et impliquer le bonheur que vous avez au quotidien et votre raison de vous lever. Si vous êtes passionné par votre job, bien sûr que ça va impacter ça. Mais il y a d'autres choses à côté. Et je pense que ça se résumerait plus dans est-ce que vous aimez votre quotidien et comment est-ce que vous pouvez faire pour faire en sorte que votre quotidien soit le plus beau possible. Et plus votre quotidien est beau, plus vous aimez votre quotidien, plus vous allez vouloir vous lever et plus vous aurez surtout de raisons de vous lever le matin. Question suivante. Question de Léa DPS. Comment augmenter son taux de conversion? Je débute dans le e-commerce. Alors c'est une question qui est intéressante. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui me suivent qui sont dans l'entrepreneuriat, qui vendent des formations, du coaching, etc. Il y a d'autres personnes qui sont dans le e-commerce. Enfin bref, je sais que cette question va aider. Déjà, qu'est-ce que le taux de conversion? Je pense que c'est important de définir un petit peu ce terme. Le taux de conversion, c'est le nombre de ventes que vous faites divisé par le nombre de visiteurs. Supposons que j'ai 100 visiteurs sur une page où je vends mon produit et que je fasse 10 ventes, ça veut dire que j'ai 10% de taux de conversion. Pourquoi c'est important? Déjà, avant même d'améliorer son taux de conversion, de le connaître. Parce que connaître son taux de conversion, il y a une phrase, une citation qui dit que on ne peut améliorer que ce qu'on peut tracer. Non, on peut améliorer que ce qu'on contrôle. Voilà, c'est ça. Et donc finalement, si vous ne connaissez pas votre taux de conversion, vous ne pouvez pas l'améliorer. Et ça, c'est important de le comprendre parce que quand on fait un lancement, quand on lance un produit, quand on lance une offre, et que le lancement se passe pas vraiment bien, ce qui peut arriver, moi ça m'est déjà arrivé dans le passé, c'est important de comprendre pourquoi est-ce que ce lancement a échoué. C'est important de comprendre, est-ce que le problème vient de la page? Parce que par exemple, j'ai eu 1000 personnes sur la page et au final j'ai fait 5 ventes, c'est que forcément là le problème vient de la page, vous êtes sûr. Si vous vous rendez compte qu'au final vous avez une page qui convertit à 10%, bah ça change tout. Ça veut dire que le problème vient pas de la page, mais que le problème vient peut-être du nombre de personnes qui viennent sur cette page. Et dans ce cas-là, c'est peut-être plus une stratégie de publicité ou de marketing ou de contenu qu'il va falloir mettre en place et qu'il va falloir faire. Donc c'est important de comprendre que connaître ce taux de conversion sur vos pages, landing page, sur vos pages de vente, ce que vous voulez, c'est hyper déterminant de comment est-ce que j'analyse mon business, comment est-ce que je prends des décisions. Parce que vous n'allez pas prendre des décisions si c'est votre page de vente qui convertit ou si c'est votre trafic qui va pas. Enfin, c'est vraiment important de comprendre ce phénomène. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour améliorer son taux de conversion? C'est une question qui est vague, on pourrait répondre de plein de façons différentes. Je vais quand même essayer de donner des pratiques, on va dire, importantes, je pense. La première chose, moi, sur laquelle je travaille quand je travaille sur une page de vente, donc de formation, mais c'est pareil dans le e-commerce, c'est de travailler sur le titre, c'est de travailler sur l'accroche. Pourquoi? Parce que l'accroche d'une page de vente, c'est 60 à 80% des résultats. C'est comme une vidéo YouTube. Les résultats d'une vidéo YouTube, la majorité des résultats et des vues que vous générez passent par le titre et la miniature. Sur une page de vente, c'est pareil. Il faut trouver une façon de présenter votre produit, de présenter votre offre de façon pertinente en fait, que ça donne envie aux gens, attirer la curiosité, essayer de soulever une problématique, apporter une solution, mais plus vous allez travailler votre titre, plus vous allez augmenter vos résultats. C'est vraiment important de le comprendre, parce que beaucoup de personnes passent des heures et des heures entières sur le texte de la page et passent 10 minutes sur le titre. Il faut faire l'inverse, il faut essayer de trouver le titre parfait. Moi, des fois, j'arrive avec des titres de vidéos YouTube, je parle de YouTube, mais c'est pareil pour les formations, ça m'arrive d'arriver avec 5, 6, 7 titres de formation différentes pour me dire quelle est la plus pertinente. Donc ça, c'est le premier point, vraiment le titre, travailler dessus à fond. Le deuxième point, ça va être sur la partie beaucoup plus facile, je pense, témoignages et preuves sociales. Pourquoi? Parce que logiquement, si vous avez un produit, la première objection que va avoir votre client, c'est quoi? C'est est-ce que ça va marcher pour moi? Est-ce que ça va marcher pour moi? Est-ce que je vais en avoir pour mon argent? Vous pouvez sortir tous les arguments du monde, présenter le produit de tous ces angles différents. Il n'y a rien de plus convaincant qu'une personne qui a obtenu des résultats. Et une personne qui est comme nous. Donc, incluez un maximum de témoignages dans votre page de vente, de preuves sociales, donc c'est plus ou moins la même chose, mais le mieux, ça reste les témoignages clients. Les témoignages clients, faites très attention, fournissez des témoignages si possible qui sont authentiques. Je vois beaucoup trop de personnes me foutre des témoignages du genre une image comme ça ou un avatar avec du texte à côté. Pourquoi c'est problématique? Parce que aujourd'hui, falsifier un témoignage, c'est très facile. C'est très facile. Et en fait, le simple fait d'avoir une vidéo d'une personne plutôt qu'une photo, c'est beaucoup plus parlant et beaucoup plus pertinent.
pertinent. Donc même si ça va demander un effort de la part de votre client de vous faire la vidéo, essayez de trouver un argument pour qu'il vous la fasse, offrez-lui un code promo pour son témoignage, peu importe, mais faites en sorte d'avoir des témoignages vidéo parce que c'est beaucoup plus parlant. Et le dernier point, je pense, qui est un point important, parce qu'on pourrait dire tout un tas de choses sur la page de vente. Il y a plein de façons d'améliorer une page de vente, la garantie, etc. Mais je pense que le plus pertinent, c'est surtout de faire des tests, littéralement. C'est-à-dire, faites des tests A, B d'une page. C'est-à-dire qu'un test A-B, pour expliquer ce que c'est, on duplique la page, enfin ça se fait sur plein d'outils aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de dupliquer vous-même la page, mais la page se duplique, on change une chose, et une seule chose, c'est important sur la page. Par exemple, je change le titre, je mets 2 titres différents et le reste de la page est la même, et ensuite j'analyse. Est-ce que c'est le premier titre ou le deuxième titre qui a converti? Et ça, il n'y a rien de plus efficace, parce que vous arrêtez de baser vos décisions sur des hypothèses, vous basez des décisions sur quelque chose de factuel, sur des chiffres. Cette page-là obtient plus de clics que celle-ci, donc je choisis celle-ci. C'est quelque chose que vous pouvez aussi faire sur YouTube. J'en avais parlé dans une vidéo que je vous mets en fiche juste ici. Mais voilà, 3 petits axes de choses, 3 petites choses que vous pouvez faire pour améliorer vos taux de conversion. Question suivante de Cassandra.sim. Combien de tâches mets-tu dans ta to-do list de la journée? Alors ça, en fait, ça va dépendre. Je vais pas fonctionner en termes de tâches. Je vais pas me dire je mets 4 tâches, 5 tâches, 6 tâches, 10 tâches, 20 tâches. Je vais fonctionner en termes de blocs, en termes de blocs d'activité. En fait, j'aime bien raisonner dans mon business en termes de pôle d'activité. Ce que j'entends par pôle d'activité, c'est pas en mode YouTube ou Instagram. C'est pas en mode, comptabilité ou pas comptabilité. C'est en mode, qu'est-ce que je vais devoir faire, quelle partie de mon cerveau va devoir réfléchir. Par exemple, tout ce qui est YouTube ou Instagram, c'est partie, ce que je vais appeler en fait création de contenu. Et quand je vais bosser, aujourd'hui admettons, j'ai un pôle de 3 heures sur la création de contenu. C'est-à-dire que pendant 3 heures, je vais pas bouger, je vais bosser dessus. En l'occurrence aujourd'hui c'était YouTube, donc je vais préparer et tourner mes vidéos YouTube. Et ça va être mon gros pôle, mon premier pôle qui regroupe différentes tâches dedans, parce qu'il faut que je prépare les vidéos et que, en l'occurrence comme je suis en train de le faire, que je les tourne, mais je fonctionne sous forme de pôle. En général par jour j'ai un gros pôle, comme ça, comme je viens de vous l'expliquer. Par exemple demain ça va être le pôle vente. Donc demain j'ai un pôle en fait où je dois travailler sur un de mes tunnels de vente et je vais y passer 3 heures aussi. Et dans la même journée toujours, j'ai un second pôle. En général, j'ai toujours 2 pôles. Un pôle principal qui est vraiment tâche importante, tâche longue. C'est des pôles de 3 heures, c'est vraiment des longues périodes. Se suit, à la suite de ça en tout cas, un pôle plus administratif. Et quand je dis administratif, c'est pas forcément faire des papiers, c'est tout ce qui va être, faut que j'envoie un message à mes prestataires, faut que je réponde aux emails de mon comptable, de mon machin, faut que je gère des calls avec mon équipe, etc. C'est plus, on peut mettre ça même dans la catégorie meeting. Pourquoi? Parce que ça me permet en fait de manager les choses que j'ai à manager dans mon business, parce que j'ai plein de choses à faire dans mon business, mais tout en avançant sur les choses qui sont importantes. Pourquoi? Parce qu'on a souvent tendance à être happé par des choses qui sont urgentes mais pas importantes, et à laisser de côté les choses qui sont importantes mais pas urgentes. Par exemple, j'ai un mail, là je dois répondre à mon comptable aujourd'hui, et je le fais en dernier, à la fin de la journée. Pourquoi? Parce que je considère que YouTube c'est plus important. Mon comptable peut attendre demain. C'est pas question de vie ou de mort, je vais pas faire faillite parce que je lui réponds pas aujourd'hui et je lui réponds demain. Et c'est pour ça que je mets en premier dans ma journée les tâches qui sont importantes et non urgentes, et que je mets en second les tâches qui sont urgentes et non importantes. Ensuite, question suivante de Clément. Est-ce une bonne idée de développer à la fois YouTube et Instagram, ou vaut-il mieux se focuser sur sur une seule plateforme? C'est une question que j'aime beaucoup, que je voulais traiter, à vrai dire, dans une vidéo complète. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires, vraiment, si vous voulez une vidéo plus complète, où je vous présenterai peut-être une stratégie vraiment à mettre en place pour choisir au mieux sa plateforme, mais déjà je vais commencer à y répondre. Est-ce qu'il vaut mieux se lancer sur une seule plateforme, ou sur 2, ou sur plusieurs, ou qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai une règle, d'accord, que je trouve comme étant une bonne règle, honnêtement, parce que j'ai tout essayé. J'ai essayé le blog, j'ai fait du podcast, YouTube comme vous le voyez, Instagram aussi, j'ai un compte LinkedIn, n'allez pas dessus, parce que vous allez vomir je pense. Donc j'ai essayé tout et n'importe quoi. Et avec les années, je me suis rendu compte que c'était primordial d'avoir au minimum une plateforme principale. Vraiment une plateforme principale et au maximum 2 plateformes, en tout cas pour démarrer. Pourquoi c'est dangereux d'essayer d'être multiplateforme quand on démarre? En fait, le problème, si vous voulez, on essaie d'être multiplateforme, pourquoi? Parce qu'on voit Pierre-Paul Jacques à côté, des entrepreneurs plus avancés que nous, des personnes qui font des millions d'euros, qui font de la pub, qui font du machin, qui font du truc, être sur Insta, sur YouTube, sur LinkedIn, faire de la pub, être sur Facebook, être sur Pinterest, sur TikTok, partout. Et on se dit, bah voilà, c'est ce qu'il faut que je fasse. Mais on prend pas en compte que ces personnes-là ont une équipe derrière, ont des personnes qui s'occupent de toute la partie technique, création des visuels, montage, etc. Et qu'au final, c'est jouable d'être sur autant de plateformes. Moi aujourd'hui,
j'ai Insta, j'ai YouTube, plateforme sur laquelle je publie beaucoup de contenu, j'ai TikTok, j'ai mon podcast, sauf que je suis pas tout seul. J'ai une monteuse qui s'occupe de la partie YouTube et de la partie podcast, j'ai Jessica qui s'occupe de la partie Instagram, donc moi en fait je suis juste à la production, donc c'est beaucoup plus simple pour moi de créer beaucoup de contenu parce que j'ai beaucoup de ressources. Donc quand vous démarrez, vous n'avez pas toutes ces ressources, c'est pour ça qu'il faut faire un choix, faut surtout, c'est la dernière chose à faire, aller sur toutes les plateformes à la fois, parce que en fait vous allez vous perdre, vos efforts seront pas, il va pas y avoir, comme on parlait précédemment, de momentum, vous allez vous dispatcher, vous n'allez pas vraiment créer du bon contenu sur une plateforme parce que vous allez être partout en même temps. Moi ce que je vous conseille, c'est de choisir une plateforme. Si vraiment vous voulez choisir qu'une plateforme, vous pouvez choisir qu'une plateforme. Donc de choisir une plateforme qui va représenter 80% de vos efforts en termes de temps. Et attention, on parle bien de temps et non pas de publication. Parce que faire une vidéo YouTube, ça demande 10 fois plus de temps que faire un post Instagram. Donc une plateforme, 80% de mon temps, et une seconde plateforme, si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé, mais si vous le souhaitez, qui va représenter 20% de vos efforts, et en fait qui va venir compenser les inconvénients de la première plateforme. Je m'explique. Par exemple, moi j'aime beaucoup cette stratégie-là sur YouTube. 80% de mes efforts sont sur YouTube, c'est-à-dire que j'investis beaucoup de temps sur YouTube, sur la préparation des vidéos, le tournage, le montage, les miniatures, etc. Je crée beaucoup de contenu, des contenus qui sont longs. Pourquoi ? Parce que, à mon sens, c'est une excellente plateforme pour créer une communauté engagée. YouTube, on passe beaucoup de temps dessus. Une personne en général me regarde entre 10 à 15 minutes par vidéo. Donc on a le temps de créer une connexion, beaucoup plus qu'on peut le faire sur Instagram. C'est des sujets qu'on peut traiter beaucoup plus en profondeur, donc on peut vraiment apporter de la valeur ajoutée à notre audience. Enfin bref, il y a beaucoup d'avantages à YouTube. Et si vous le mettez dans votre stratégie, que vous investissez 80% de votre temps, c'est un très très bon départ. Par exemple, une vidéo par semaine. Et dans un second temps, vous allez avoir une autre plateforme si vous le souhaitez, comme Instagram par exemple. Le combo des deux revient très souvent parce que c'est un peu l'un des meilleurs combos je trouve. Pourquoi Instagram ? Parce que Instagram va venir compenser les lacunes de YouTube, ou les lacunes d'un podcast, ou les lacunes d'un blog. En fait, Instagram va venir créer de la connexion au travers des stories, au travers des DM, au travers de tout ça. Sur un podcast, sur YouTube, sur un blog, c'est très 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 difficile de créer une relation avec notre audience. On ne discute pas au quotidien avec eux, on peut pas envoyer de DM, on sait pas qui sont vraiment les personnes qui nous suivent. Et moi j'ai démarré comme ça, c'est-à-dire que j'ai démarré en créant du contenu sur YouTube et en connectant avec mes abonnés YouTube sur Instagram. Et c'est comme ça que vous avez ce parfait équilibre entre les deux. Mais c'est important de comprendre que c'est pas du 50-50, c'est du 80-20. Et à l'inverse, vous pouvez tout à fait avoir comme plateforme principale Instagram, avoir que Instagram aussi si vous le souhaitez, et avoir comme plateforme secondaire YouTube. Par exemple, avoir votre stratégie normale sur Instagram où vous publiez 4, 5, 6 fois par semaine, et avoir comme plateforme secondaire YouTube où là vous allez publier peut-être une vidéo dans le mois. Ça va être un vlog, ça va être une vidéo concept, une FAQ, une vidéo où vous allez connecter avec votre audience pour venir compenser un petit peu ce qu'il n'y a pas sur Instagram et le mettre sur YouTube. Donc moi je trouve que avoir deux plateformes au même niveau, c'est dangereux, 50-50. Avoir une seule plateforme, c'est très très bien, ça vous permet d'être vraiment focus à 100% dessus, de bien la développer et ensuite de passer à autre chose. Et je trouve que le compromis des deux est aussi intéressant, le compromis 80-20. Question suivante de Clément, toujours. Comment tu gères tes clients avec le décalage horaire quand tu voyages ? Alors, il faut savoir que en fonction d'où vous êtes, alors c'est bien d'être nomade digital, mais en fonction d'où vous êtes et du travail que vous faites, ça peut s'avérer très compliqué. Je vous prends l'exemple de Bali. Là, actuellement, je suis en Afrique du Sud, du coup, ça va. En Afrique du Sud, il y a 1 heure de décalage, parce qu'on est sur la même ligne. Sauf que Bali, par exemple, il y a 7 heures de décalage. Et 7 heures dans le sens inverse. C'est-à-dire que quand il est 10 heures du matin en France, il est 17 heures à Bali. Et ça peut s'avérer, moi, je l'ai je l'ai rencontré ce problème, très très compliqué. Si par exemple, vous voulez faire des calls à 17 heures heure française, ça va vous faire minuit à Bali. Donc autant vous dire que c'est même pas la peine. Comment est-ce que je gère ça ? J'ai la chance, dans un premier temps, de ne pas avoir de clients ou très peu de clients avec qui je fais des calls. La plupart de mes clients, enfin même 99,99999% de mes clients sont des personnes qui achètent et accèdent à mes formations, donc il n'y a pas de call comme ça en direct. J'ai 2 personnes en coaching que j'accompagne, mais on arrive toujours à trouver des créneaux parce qu'on ne fait pas non plus des calls tous les 2 jours. Et les calls avec mon équipe, c'est pareil, on ne fait pas des calls non plus tous les 2 jours, donc on arrive toujours à trouver un créneau. Donc en soi, pour mon cas, je parle, c'est pas très complexe parce que je fais très peu de calls et même si on a 7 heures de décalage, c'est toujours jouable si vous avez qu'un call dans la journée. Si par exemple vous avez un call dans la journée, vous pouvez très bien dire à la personne avec qui vous faites le call, 8 heures du matin heure française, ça fait 15 heures pour vous. Par exemple à Bali, c'est jouable. Par contre, c'est sûr que si vous avez des calls toute la journée ou l'après-midi, en fonction du travail que vous avez, ça peut s'avérer compliqué. Donc, avant de voyager, évidemment, c'est un point très important à regarder. Ensuite, question suivante de Yannick
Nedjay. Comment tu automatises ton contenu sur Instagram? Là, je vais parler de la partie process de contenu. Comment est-ce que je processise le contenu sur Instagram? Je vais juste parler d'Instagram parce que c'est ce qui intéresse le plus. En soi, voilà comment se passe le process. D'abord, dans un premier temps, il faut créer une stratégie de contenu, un plan éditorial, un calendrier éditorial. C'est là en fait où on se concerte avec Jessica qui travaille avec moi sur le calendrier édito. On se bloque en fait 2 heures. En général, en 2 heures, c'est fait. Et on détermine le calendrier édito du mois prochain. Toujours un mois à l'avance. Janvier, le mois de février, là, c'est fait par exemple, il est terminé. Et comment est-ce qu'on travaille sur notre calendrier éditorial? On détermine chaque post qu'on va créer chaque jour, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur, quel est le sujet du post, etc. Un petit peu des idées de visuels qu'on va associer au post. Le but, c'est de sortir de cette session de brainstorm avec notre mois de contenu qui est prêt, en termes d'idées en tout cas. Une fois que c'est fait, moi de mon côté, je travaille sur les légendes. C'est toujours un truc que je fais parce que j'estime que c'est important, c'est toujours ma patte. En fonction des sujets, j'ai envie de parler de moi, donc c'est important que ce soit moi qui rédige. Et c'est aussi quelque chose que je fais très très vite parce que voilà, avec le temps des légendes, j'en ai fait quand même. Avec les vidéos YouTube, tout ça, j'arrive très vite à synthétiser. Et en général, un mois de contenu en termes de légendes, ça me prend 2 à 3 heures de travail. Donc c'est quelque chose qui se fait assez vite aussi. Une fois que j'ai fait les légendes, j'envoie ça en production. Les visuels, c'est plus moi qui les fais, donc c'est pareil, c'est Jessica qui s'en occupe. Elle s'occupe aussi de la partie publication et planification. Et donc moi, en fait, à partir du moment où j'ai fait les légendes, c'est bon. J'ai rien à faire, ça part en production et en planification. Et donc je rejoins ta question. Une fois que ça c'est fait, la partie planification, comment elle se passe? Une fois qu'on a le visuel, une fois qu'on a les légendes, des 30 posts, enfin des 30, de tous les posts en tout cas, on planifie tous les posts d'un coup. Comme ça, le mois, il est fait. On va sur Creator Studio. Personnellement, j'utilise Creator Studio parce que c'est mis à disposition gratuitement, c'est un très bon outil. Et tu programmes tes posts directement sur l'application. Voilà, il suffit juste d'aller voir, c'est assez simple à mettre en place. Mais grossièrement, voilà le process en ce qui concerne le contenu Instagram. Ensuite, question de Théo. Quel mindset tu as vis-à-vis de tes résultats? C'est une question que je trouve hyper intéressante parce que mon mindset vis-à-vis de mes résultats, il a grave changé en fait avec le temps. Au début et pendant longtemps, pendant bien 2 ans je pense, en fait j'associais mes actions à mes résultats. En fait non, plutôt j'arrivais pas à dissocier mes actions de mes résultats. C'est-à-dire que si je faisais un lancement de formation ou une vidéo qui marchait bien, j'étais super content parce que ça flattait mon ego. Je me disais c'est super, t'as fait un super bon travail, t'es trop fort. Sauf que le revers de la médaille, c'est que quand ça marche pas, je m'en voulais un petit peu. Je me disais, t'as fait n'importe quoi, c'était pas une bonne vidéo, je remettais tout en question. Et j'étais vraiment, en fait, pour moi, dans ma tête, c'était corrélé les deux. C'était corrélé. Avec le temps, j'ai appris un concept fondamental qui a changé beaucoup de choses dans mon quotidien, que ce soit dans ma vie pro, dans ma vie perso, c'est de comprendre 2 sphères, de comprendre qu'en fait, il existe 2 paradigmes dans ton quotidien. Il y a des choses que tu peux contrôler, sur lesquelles tu peux avoir un contrôle, et les choses sur lesquelles tu ne peux pas avoir de contrôle. Et c'est à partir du moment où j'ai compris quelles étaient les choses que je pouvais contrôler et quelles étaient les choses que je ne pouvais pas contrôler que j'ai commencé à dissocier mes actions de mes résultats et que j'ai ralenti un petit peu, j'ai levé le pied et j'ai apprécié beaucoup plus mon quotidien et le développement de mon business. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que, par exemple, si je reprends l'exemple de YouTube, vous pouvez vraiment donner 100% de vous-même, vraiment 100% de vous-même, faire la meilleure vidéo du monde, bosser sur un montage de malade, faire une miniature extraordinaire, publier la vidéo et que la vidéo soit un flop. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'autres critères à prendre en compte que vous ne pouvez pas contrôler. Peut-être que vous n'avez pas publié à la bonne heure. Peut-être qu'aujourd'hui, spécialement, vous avez publié, mais votre audience n'est pas là, parce qu'elle est partie en randonnée, je sais pas, les gens sont pas là aujourd'hui, il fait beau dehors, c'est l'été, voilà, c'est comme ça. Vos mots-clés ne performent pas parce qu'il y a d'autres vidéos qui ont été postées en même temps sur les mêmes mots-clés. Enfin, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il y a tout un monde qu'on peut pas contrôler. Et qu'est-ce qui se passe quand on essaye de contrôler quelque chose qu'on peut pas contrôler? C'est là que commence à naître la frustration. Donc, ce que j'ai appris à faire avec mes résultats, c'est vraiment me concentrer sur les choses que je peux contrôler et oublier le reste. C'est-à-dire que, et vous allez me prendre pour un fou, mais aujourd'hui, par exemple, je ne regarde quasiment plus les résultats que j'obtiens dans mon business en termes de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que, voilà, je regarde plus combien je fais chaque semaine, chaque jour, chaque mois. Ça m'arrive de checker de temps en temps un petit peu, mais ce qui compte, c'est vraiment les actions que je mets en place aujourd'hui. Et sur YouTube, c'est pareil. Sur YouTube, je vais plus me concentrer et me dire, ok, je vais me donner à 100% sur la vidéo. Je vais faire en sorte de bosser mon idée. Est-ce que oui ou non, c'est une idée qui est bonne pour moi? Est-ce que j'ai bossé la miniature à 100%? Est-ce que j'ai préparé la vidéo à 100%? Est-ce que lors du tournage, j'étais à 100%? Il m'arrive parfois de couper la vidéo en plein milieu parce que en fait, je me rends compte que aujourd'hui c'est pas le bon jour et on reviendra demain. Et en fait, si vous faites en sorte que chaque action que vous mettez en place dans votre business, dans votre création de contenu, ce soit le meilleur de vous-même, si vous vous donnez à 100% et à chaque fois le meilleur de vous-même par rapport à votre position actuelle, puisque forcément le meilleur de moi-même aujourd'hui,
c'est pas le meilleur de moi-même demain, vous avez plus de soucis à vous faire en ce qui concerne les résultats. Ou plutôt, les résultats que vous avez sont décorrélés de vous-même, parce que c'est plus vous en fait, c'est le monde, c'est l'algorithme, c'est ce qui se passe derrière, c'est toutes les choses que vous pouvez pas maîtriser. Quand il pleut dehors, vous n'allez pas vous énerver contre la pluie, bah là c'est pareil, vous n'allez pas vous énerver contre une plateforme, il faut juste vous dire ok, j'accepte ce qui s'est passé, j'accepte la mauvaise performance de ma vidéo, et moi ça m'arrive, j'ai des vidéos qui ne performent pas, j'accepte, j'essaie de comprendre pourquoi ça n'a pas performé, alors que j'ai donné 100% de moi-même, bah peut-être que c'est l'idée, peut-être que c'est ci, peut-être que c'est ça, et la prochaine fois je réitérerai. Et ça honnêtement ça m'a beaucoup aidé, parce que pendant très longtemps en termes de création de contenu, j'étais pas bien dès qu'une vidéo sous-performait, j'étais pas bien dès qu'un produit que je lançais ne fonctionnait pas. Aujourd'hui je suis beaucoup plus à l'aise avec ça, aussi forcément par rapport à mon statut, le fait que je gagne très bien ma vie, j'ai plus trop de soucis à me faire, au jour le jour en tout cas, donc ça enlève aussi forcément de la pression, hein. Je vous dis pas que à l'époque quand je faisais 1000 € par mois et que je faisais un lancement pourri le mois d'après, bah forcément il y avait beaucoup plus de pression qu'aujourd'hui. Mais voilà, en tout cas, je pense que c'est un axe qui peut vous aider. Question suivante de Jason Kojo. Ton avis sur la possibilité de fermeture d'Instagram et de Facebook en Europe? Alors je sais pas si vous avez lu la news. En fait, Instagram, Instagram, Facebook, donc Meta, le nouveau nom là, a récemment publié ses bilans de 2021. Donc ils ont fait en fait une conférence, voilà, les chiffres de l'année 2021, etc. En fait, ils ont fait une partie par rapport à l'Europe, parce que vous savez qu'en Europe, on a la loi RGPD, donc en fait, qui est sur la protection des données, et l'Europe ne veut pas redonner les données acquises par les utilisateurs sur Facebook et Instagram et WhatsApp, etc. en Europe, il veut pas les refourguer en fait aux États-Unis, parce que c'est voilà, loi RGPD, on peut pas, etc. Enfin bref, si vous voulez, en France, on a la RGPD, aux États-Unis, ils ne l'ont pas. Du coup, ils ne veulent pas la donner aux États-Unis. Mark Zuckerberg, du coup, a pris le micro, et en fait, il a dit que si il fallait le faire, Instagram, Facebook, etc. arrêtaient stoppaient en gros les applications en Europe. En gros, voilà, on ferme l'Europe, on n'a plus envie d'être avec vous si vous voulez pas nous donner les données. Honnêtement, je pense que c'est un gros coup de bluff. C'est un gros coup de bluff parce que Instagram et Facebook, c'est pas juste des applications, clairement. C'est pas juste en mode on s'en fout, on n'a pas besoin de réseau social. Instagram, Facebook, WhatsApp, bref, tout Meta. Tout ce que a Meta aujourd'hui, ça fait tourner des industries, ça fait tourner des centaines de milliers d'entreprises, dont moi je fais partie, dont peut-être vous faites partie, etc. Et l'Europe, et ça fait tourner toute cette économie dans l'Europe entière. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a probablement des millions d'entreprises qui utilisent ces plateformes-là pour développer leur entreprise. Et donc, si elles développent leur entreprise grâce à ces outils, ça génère directement de l'économie dans les nations en question, donc en France, au Portugal, en Allemagne, etc. Et donc, directement, ça impacte sur l'économie de l'Europe. Et je suis prêt à mettre ma main à couper que Mark Zuckerberg a fait ça pour mettre un coup de bluff, pour mettre un coup de pression au système de sécurité des données en Europe, parce qu'ils savent que perdre Facebook et Instagram et Meta, etc., ça ferait perdre beaucoup trop d'argent à l'Europe en fait. Ça ferait perdre beaucoup trop d'argent par rapport à ce qu'engendrent les sociétés qui utilisent ce genre d'outils et ce genre d'applications. Donc honnêtement, je crains pas grand chose, parce que d'un côté l'Europe ne voudra jamais se passer à côté d'autant d'argent, et de l'autre côté, parce qu'il y a ça aussi, faut pas croire, même si Mark Zuckerberg il dit oui voilà, on va tout arrêter en Europe, ça va s'arrêter du jour au lendemain, vous aurez plus le droit d'utiliser Instagram ou Facebook, je pense que ils sont beaucoup trop intelligents pour mettre la main ou pour cracher plutôt sur des centaines de millions d'utilisateurs et des centaines de millions d'euros que représente le marché européen. Donc pour moi c'est juste un coup de bluff pour mettre un coup de pression pour gagner un petit peu la bataille de la loi RGPD, mais honnêtement je crains pas grand chose en ce qui concerne la possibilité de fermeture d'Insta et Facebook en Europe, surtout maintenant qu'ils viennent de lancer les métaverses avec un si gros lancement, ça m'étonnerait. Question suivante et je pense dernière question, on va terminer là-dessus parce qu'elle est pas mal. Question de Geoffrey Plus, comment savoir si on donne trop dans ses contenus gratuits? Pour l'interrogation, j'ai peur de tuer mon business. C'est une question qui est bien. Pourquoi elle est bien? Parce que c'est un problème que je vois beaucoup trop. En fait, les créateurs de contenu ou les entrepreneurs qui créent du contenu sur Internet, sur Insta, sur YouTube, etc., ont tendance à faire ce qu'on appelle de la rétention d'informations. En fait, ils ont tendance à se dire, moi, je vais faire une vidéo, je vais dire 2-3 trucs vite fait, mais je vais pas trop en dire. Parce que si j'en dis trop, les gens ils voudront pas faire appel à moi. Et bien justement, c'est tout l'inverse. C'est tout
l'inverse. Pourquoi ? Parce que avant d'acheter un produit, un service, avant de faire appel à quelqu'un, quelle est la chose qu'on doit gagner auprès de notre client ? C'est la confiance. Si quelqu'un doit acheter chez toi, il doit d'abord avoir confiance en ton travail, en ce que tu fais, mais surtout en ta capacité à résoudre son problème. Et comment est-ce que tu prouves à quelqu'un que tu as la capacité ou que tu es en mesure de résoudre son problème ? En lui montrant, en lui donnant des conseils, en prouvant au travers d'une vidéo ou d'un contenu que tu t'y connais. Ce qui se passe et ce qui peut se passer si tu es dans un système de rétention d'informations, c'est que tu en dis tellement peu que les gens sont là, te regardent et se disent ouais, ok, bon bah il s'y connaît mais je sais pas, il m'a pas trop aidé, bon, je sais pas. J'ai un doute. Par contre, si tu es là et que tu donnes une vraie information, de vrais conseils, que t'as pas peur que les gens se disent « Ah mais ok, il en donne trop, donc je vais pas acheter chez lui », enfin bref, là tu vas vraiment convaincre les gens. Là les gens vont vraiment te faire confiance. Parce qu'il y a un truc que j'aime bien répéter, si quelqu'un n'a déjà pas de résultat avec ton contenu gratuit, comment veux-tu le convaincre d'acheter un contenu payant ? Je répète, si quelqu'un n'a pas confiance dans ton contenu gratuit et que tu ne l'aides pas et qu'il n'a pas de résultat avec ça, comment tu veux l'aider avec ton contenu payant ? Comment tu veux qu'il ait confiance ? Donc, pour moi, il ne faut pas avoir peur de donner de l'information. Évidemment, ne fais pas un copier-coller de ce qu'il y a dans tes produits et mets-le pas sur YouTube, ça serait dommage, et pour toi et pour tes clients qui achètent, du coup. Mais par contre, il y a tellement de sujets que tu peux traiter, de tellement de façons différentes, de tellement d'angles différents, que, crois-moi, que tu pourrais faire des centaines de vidéos différentes autour d'un même sujet sans forcément donner ce qu'il y a à l'intérieur de ton produit. J'en suis la preuve, j'ai fait beaucoup de vidéos sur YouTube, sur Instagram, sur plein de sujets, et pour autant, je vends des formations à côté qui ont un taux de satisfaction de 100%. J'ai rarement eu, si ce n'est jamais, je crois, un client qui était mécontent du produit en lui-même. J'ai eu des demandes de remboursement, oui, mais j'ai jamais eu un client qui était mécontent du produit en lui-même. C'est parce que j'hésite pas à donner de moi-même, à donner des conseils. La petite chose sur laquelle je pourrais peut-être terminer, c'est qu'il y a une différence majeure en fait entre de l'information et de l'action. Il y a une différence majeure entre de l'information et de l'action. Ce que j'entends par là, c'est que tu peux, et j'en connais qui l'ont fait, tu peux très bien transformer, même si tu souhaites, tes contenus gratuits en contenus payants. Supposons que, je te vende une méthode, je sais pas moi, pour apprendre le piano en 30 jours, d'accord ? Ou, on va dire ça comme ça. Je te vends une méthode. En fait, dans ma méthode, il y a 30 principes pour apprendre le piano rapidement, d'accord ? Cette méthode, je la mets à disposition gratuitement sur YouTube, sauf que, en fait, c'est sur YouTube. Donc, chaque principe de ces 30 principes-là, c'est dispatché dans différentes vidéos, c'est pas dans le bon ordre, va falloir que tu scrolles, que tu ailles sur la bonne timeline, etc. Enfin bref, il va falloir que tu tapes toutes mes vidéos dans le bon ordre, il va falloir que tu prennes des notes, etc. Bon, c'est faisable, mais c'est chiant. Par contre, je peux te vendre mon produit qui reprend cette méthode de façon beaucoup plus concise, beaucoup plus concrète, avec de vrais exercices. C'est tout au même endroit. T'as pas besoin de te taper les 30 vidéos, d'aller chercher dans les timelines, les machins, les conseils, essayer de retrouver des trucs. Non, c'est tout là au même endroit, c'est concis, tu vas gagner du temps, tu vas gagner de l'énergie. Et bien, c'est pareil sur Internet. C'est-à-dire que oui, l'information, c'est important, dissocier l'information gratuite de l'information payante que tu donnes, mais ce qu'on va venir en fait chercher dans un produit, c'est avant tout une solution, c'est avant tout un plan d'action. Et ce plan d'action, je veux dire, moi, ce que je dis dans mes formations, oui, il y a des choses dont je parle peu sur Instagram, mais ce que je dis dedans, vous pouvez le retrouver sur Internet. Enfin, je veux dire, je dis rien de magique ou je sors rien de mon chapeau. C'est juste que, vu que c'est dans un programme, c'est condensé. C'est-à-dire que je vais pas partir dans 15 000 heures de blabla pour rien dire. Je vais à l'essentiel, je vous explique les choses. C'est structuré de façon intelligente pour que vous ayez un vrai plan. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Un produit, c'est un plan. C'est quelque chose de structuré pour amener à un résultat. Et ce qu'achètent vos clients, c'est avant tout un résultat. Donc, n'aie pas peur de donner dans ton contenu gratuit. Tu auras toujours plus d'avantages à donner que d'inconvénients à ne pas donner. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Il y a déjà 45 minutes de vidéo. J'avais plein d'autres questions qui étaient vraiment intéressantes. Donc, je reprendrai peut-être cette FAQ pour la prochaine vidéo, le prochain épisode. N'hésitez pas dans les commentaires aussi à mettre des questions. Ça m'arrive des fois de piquer dans les commentaires et de regarder un petit peu ce qui se fait. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Checkez les ressources gratuites en dessous si ça vous intéresse. Je vous remercie comme d'habitude et je vous dis à très vite pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao.